Bon réveil à vous, à l'écoute de RFI, 6h30 à Paris, 5h30 à Libreville et à Kinshasa. Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À la une ce matin, tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale au Gabon. La centralisation des résultats de la présidentielle est en cours. Les électeurs ont voté dans le calme hier pour l'un des 10 candidats. 2 favoris se détachent, le président sortant Ali Bongo et son grand rival Jean Ping. Les 2 camps affichent déjà leur confiance. L'élection présidentielle sera au cœur du dialogue politique en République démocratique du Congo. Des discussions qui débuteront jeudi 1er septembre. La date a été actée par les participants aux travaux préparatoires de ce dialogue. Au sommaire également des attaques à la mine de plus en plus meurtrières contre les militaires dans la région du lac Tchad. 4 soldats tchadiens ont perdu la vie en fin de semaine. Leur véhicule a sauté sur l'un de ces engins. Boko Haram est pointé du doigt. Et puis un meeting pour la jeune coalition de l'opposition à Madagascar. Le Mitsangan Rimalagas appelle à des élections anticipées. Les Gabonais ont donc voté pour la présidentielle hier. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme partout dans le pays. La compilation et la centralisation des résultats sont actuellement en cours. Après cette journée, la majorité et l'opposition ont surtout salué le déplacement massif des électeurs dans les bureaux de vote. Chaque camp se dit confiant pour sa victoire. D'abord le président sortant, Ali Bongo, qui espère bien rester au pouvoir pour un septennat supplémentaire. Et de l'autre côté, celui qui est annoncé comme son principal rival, Jean Ping, il s'est montré également optimiste en vue de sa victoire. Reportage à Libreville, Yves-Laurent Goma. Durant toute la campagne électorale, Jean Ping portait un boubou jaune, la couleur de son mouvement politique. Pour ce grand jour, il a revêtu son costume. Dans l'école publique Martine Oulabo, il a voté. Jean Ping a plusieurs fois levé les mains pour saluer les électeurs de ce fief réputé de l'opposition. Détendu et sarcastique, il a dit tout son optimisme à la presse après avoir voté. Nous nous préparons, comme vous pouvez le constater, à célébrer la victoire. Parce que je suis le plus beau et le plus... Non, attendez. Avec une coalition des 5 principaux candidats, comment voulez-vous que nous n'arrivions pas à la victoire finale? De son côté, Ali Bongo était aussi en costume cravate. Lui était accompagné de son épouse Sylvia. Ils ont voté dans le bureau numéro 1 de l'école urbaine, celle qui apportait toujours la chance à son défunt père, Omar Bongo. Oui, je suis serein. J'ai passé une bonne nuit. T'as confiance ? Oui, j'ai confiance. J'ai fait une bonne campagne. J'ai pu partager avec mes compatriotes les changements que nous avions apportés et les plus grands changements à venir. Après le scrutin, aucun des 2 candidats n'a publiquement pris la parole. Pas de scène de joie non plus dans leurs QG respectifs où les équipes s'activaient à compiler les résultats. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI. La date est donc désormais connue. Le dialogue politique national débutera le 1er septembre en République démocratique du Congo. C'est jeudi prochain. Décision prise au terme des travaux préparatoires à ce dialogue qui se sont terminés hier. Une déclaration commune a été signée par la majorité, l'opposition, la société civile et le facilitateur. Plus que quelques jours donc avant que débutent ces 2 semaines de discussion où il sera notamment question de l'alternance en RDC. Ce dialogue est un préalable à l'élection présidentielle qui doit, selon les textes, être organisée avant la fin de l'année. À Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe. Le train du dialogue est bel et bien sur les rails, a déclaré Némi Wilania, directeur de cabinet du président de la République et délégué de la majorité. Pour Jean-Lucien Boussa, représentant de l'opposition qui a participé au comité préparatoire, le pouvoir doit tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences de l'opposition avant le début du dialogue. Et au nom de la société civile, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général adjoint de la SENCO, a demandé aux uns et aux autres de mettre chacun un peu d'eau dans son vin pour le bon aboutissement du dialogue. Enfin, la banquise a craqué, la banquise de la haine, la banquise de la suspicion, s'est écrié pour sa part le facilitateur Edem Kodjo. L'ancien Premier ministre togolais s'est réjoui de ce que, selon lui, les débats ont été francs, loyaux, cohérents. Ce dialogue convenu est prévu pour les 2 premières semaines du mois de septembre prochain.
La frange de l'opposition réunie au sein du Rassemblement des forces acquises au changement a boudé le comité préparatoire. De son côté, le MLC de Jean-Pierre Bemba a dit ne pas être concerné par ce forum où sera également abordée la question de l'alternance du pouvoir. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. L'opposition la plus radicale en RDC qui demande toujours la libération de 115 prisonniers politiques. Eh bien, l'un d'entre eux, Jean-Marie Kalonji, est sorti de prison. Il s'agit d'une liberté provisoire. Une libération qui entre dans le cadre des mesures de décrispation politique annoncées par le pouvoir congolais. Jean-Marie Kalonji, le coordinateur de Il est temps, 4e voie, reste cependant poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et appel à la désobéissance civile. Malgré l'annonce de leur libération il y a plus d'une semaine, Fred Bauma, Yves Makwambala et Christopher Ngoy sont toujours derrière les barreaux. Et par ailleurs, en RDC, le maire de Lubumbashi, dans le sud du pays, s'est dit favorable à l'organisation d'un meeting de l'opposition cet après-midi. Les autorités ont cependant demandé que ce rassemblement soit organisé dans la commune de la Kenya plutôt que sur la place de la gare. RFI à Abéché, 100.5 FM. L'explosion d'un véhicule militaire tchadien vendredi. Il a sauté sur une mine à Kaigakinji. C'est dans l'ouest du pays, à la frontière avec le Niger. Une région où sévit le groupe Boko Haram, les islamistes qui mènent régulièrement ce type d'action meurtrière. Là encore, cet attentat a fait des victimes. 4 soldats tchadiens sont morts, une dizaine d'autres ont été blessés dans cette explosion. Une méthode de mieux en mieux maîtrisée par les djihadistes. C'est en tout cas le constat fait par Goubaï Gatama. C'est le directeur de l'hebdomadaire L'Œil du Sahel, basé dans le nord du Cameroun. Ces engins sont de plus en plus puissants et dans les rangs de l'armée camerounaise, par exemple, ils ont fait plus de victimes que les combats directs. Écoutez. Les premières mines ont fait leur apparition au nord Cameroun en décembre 2014 et à ce moment les mines n'étaient pas puissantes. En même temps qu'elles n'étaient pas puissantes, Boko Haram n'avait pas encore la maîtrise, y compris même pour les poser. C'est pourquoi en décembre, le 17 décembre, si j'ai bonne mémoire, à Saguenay, 3 poseurs de bombes de Boko Haram ont explosé eux-mêmes. Et on assiste de plus en plus, non seulement à une maîtrise qui est totalement parfaite, mais il y a des dégâts très importants dans l'armée camerounaise. Je peux vous dire que le plus haut gradé de l'armée camerounaise à être tombé aujourd'hui sur le champ de bataille contre Boko Haram, c'est le lieutenant-colonel Kwene, et il est mort, je peux vous le dire, à la suite de l'explosion d'une mine au passage de son véhicule. Dans le Nord Cameroun, ces mines sont redoutées. Oui, elles sont très très redoutées et elles fixent les gens sur place, empêchent les gens de se mouvoir. Entre les combats sur le terrain et les dégâts causés par les mines, je peux dire que les mines causent plus de dégâts dans les rangs de l'armée camerounaise que des combats ordinaires. Des propos recueillis par Jean-Jacques Louarn. La menace de Boko Haram dans la région du lac Tchad, on en parle juste après ce journal avec notre invité Félicité Chibinda, la représentante de l'UNICEF au Cameroun, qui revient sur les enfants déplacés dans la région. Par ailleurs, au Tchad, le procureur de la République, Agassim Kamis, dit avoir fait preuve de bonne foi dans son enquête sur la disparition de militaires au lendemain de la présidentielle du mois d'avril. Le parquet avait alors diligenté une enquête qui portait sur 5 militaires disparus. Ils ont été montrés à la télévision et le dossier a donc été classé sans suite. Mais des témoignages font état de déportation et de mauvais traitements pour une 50aine de militaires. Le procureur invite les personnes concernées à déposer une plainte et à se porter partie civile. Le lendemain de victoires difficiles pour les conseillers municipaux de l'Alliance démocratique en Afrique du Sud, après avoir renversé l'ANC dans 3 grandes villes du pays, à savoir Pretoria, Port Elizabeth et Johannesburg, plusieurs élus du parti d'opposition s'inquiètent pour leur sécurité. Hors de ces grandes villes, la DIA a également battu l'ANC dans des communes plus modestes. Et après la mort d'un conseiller municipal dans l'ouest du pays, des élus dénoncent des menaces et ont donc embauché des gardes du corps pour les protéger. À Johannesburg, Lisa Fabian. La psychose monte dans certaines localités après la mort d'un conseiller municipal abattu la semaine dernière dans la région du Cap-Nord. Cet élu se rendait avec son associé au premier conseil municipal de la petite ville de Ratelopele lorsque les 2 hommes ont été la cible de tirs. Ils sont tous les 2 morts des suites de leurs blessures. Un élu de l'ANC a été arrêté et placé en détention. Il doit comparaître prochainement devant la justice pour ce crime. Le parti a dénoncé dans des termes très forts ces assassinats politiques.
publique. Depuis, d'autres élus de la DIE se plaignent d'intimidation. Le maire nouvellement élu de Saldanha Bay a reçu à son domicile une tête de mouton, des oiseaux et une tortue morte, un colis assorti de menaces de mort. Dans le KwaZulu-Natal, un conseiller municipal de la DIE dit recevoir des appels le menaçant de mort s'il ne vote pas pour l'ANC et l'IFP. Le Congrès national africain a demandé que toute pression soit promptement dénoncée et l'Alliance démocratique espère que ces tensions s'apaiseront quand les conseils municipaux seront définitivement établis. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Un Néerlandais sera jugé devant la Cour pénale internationale à partir du mois de novembre. Cet homme, anciennement éthiopien, est poursuivi pour crime de guerre. Selon des médias aux Pays-Bas, il aurait participé à des actes d'enfermement, de torture et de meurtre envers des adversaires du régime d'Erg à la fin des années 70 en Éthiopie. Il aurait notamment ordonné le meurtre de dizaines de prisonniers. Condamné à la peine de mort par contumace en Éthiopie, le procès de cet homme doit débuter le 21 novembre à La Haye. Après sa création au mois de juin, le Mitsangan Rimalagas s'est réuni devant 1 millier de personnes à Madagascar. Cette nouvelle coalition d'opposition, dont le nom signifie en avant citoyen malgache, se présente comme l'une des principales forces anti-gouvernementales et demande des élections anticipées et un changement total à la tête de l'État. Cette coalition regroupe notamment plusieurs anciens ministres de la transition parmi ses membres fondateurs et compte désormais 5 groupes parlementaires de l'opposition malgache. Sarah Teto. Radzonarmampian dégage, c'est avec ce slogan que le meeting d'hier s'est clôturé. Adzu Anzananavelu, président du parti Malagas Simiaramiang, est un des membres fondateurs de la plateforme Mitsangana Rimalagas. Ce mouvement, c'est un complément à l'Assemblée nationale qui n'assume plus aujourd'hui son rôle. Et nous avons décidé de nous ouvrir aux autres entités en dehors de l'Assemblée et d'appeler le peuple à se lever. Se lever dans un seul et même but, comme l'explique Jean-Omer Berizik, ex-premier ministre de la Transition. De donner le pouvoir à la population, de pouvoir choisir quelqu'un qui peut apporter à ce pays ce développement tant attendu. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui des élections anticipées. Et à la communauté internationale qui a déjà exprimé sa désapprobation quant à un vote avant 2018, Adzu Anzananavelu a une réponse toute trouvée. Il ne faut pas utiliser le sommet de la COMESA, de la francophonie pour perdurer au pouvoir. Les Jeux olympiques se sont bien déroulés sans la présidente du Brésil. Et c'est ça l'exemple d'une démocratie forte, d'un pays qui avance. Ce sont les institutions qui restent, mais les hommes et les femmes passent. Pas sûr cependant que tout le monde passe quand l'heure sera au choix d'un seul et vrai leader de la plateforme. Avec 7 ex-candidats à la présidentielle parmi ses membres, l'union affichée pourrait en prendre un sérieux coup. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Elle a confirmé son excellente forme du moment. Après la médaille d'or aux Jeux de Rio, Ruth Jebet a battu le record du monde du 3000 mètres steeple hier soir au meeting de Paris. La jeune Kenyane naturalisée bahreïnie a devancé ses concurrentes de 9 secondes sur la piste du Stade de France. Christophe Jousset a assisté à cet exploit. Record du monde pulvérisé, 8 minutes 52, c'est 6 secondes de mieux que la Russe Galkina en finale des Jeux de Pékin. Ruth Jebet était restée prudente vendredi en conférence de presse, mais la façon dont elle avait gagné le steeple à Rio ne laissait pas de place au doute. Elle était capable d'une énorme performance et c'est ce qu'elle a fait, profitant aussi d'une forme d'alliance avec la Kenyane Yving Kiyeng. Vous savez, à Rio, j'avais raté le record du monde seulement parce que je n'avais pas bien passé le dernier obstacle. Et aussi, au jeu, tout le monde était extrêmement stressé. Ici, ça a été très différent. Avec ma dauphine, on avait décidé de se pousser l'une l'autre à faire le meilleur temps. Le Bahreïn a naturalisé beaucoup d'athlètes ces dernières années. Ruth Jebet, recrutée en 2013, est une pépite que la monarchie du Golfe peut remercier et que remercie aussi l'organisateur du meeting parisien, Laurent Bocquillet, car le Stade de France n'avait encore jamais vu de record du monde. Depuis le temps qu'on court après, oui, ça fait plaisir. Ouais, c'est quand même un grand moment, c'est surtout pour le public. Ça a mis le feu au public et puis les gens repartent avec des belles images et puis un record du monde, voilà, ça reste gravé. J'ai vu un record du monde au Stade de France. Ce dimanche, l'athlète de 19 ans part pour Manama. Elle ira fêter son titre olympique au Palais. Une deuxième célébration puisque Ruth Jebet a été accueillie cette semaine à Nairobi comme si elle était encore kenyane. Christophe Jousset, Antoine Grenier au Stade de France, RFI. Et à noter hier soir également la belle performance du sprinter ivoirien Ben Youssef Meïté qui a remporté le 100 mètres en 9 secondes 96. On en parle dans quelques minutes dans le journal des sports. Il est 6h44 à Paris et à Saint-Denis.
Merci de choisir la radio du monde pour vous réveiller. C'est Afrique Matin. À suivre donc toute l'actualité sportive avec Pierre Chaperon. On fera le bilan complet du meeting d'athlétisme de Paris qui s'est tenu hier soir au Stade de France et les héros des JO qui n'étaient pas fatigués. Et on restera autour de Paris pour faire un tour au festival Rank en Seine. Rencontre ce matin avec l'une des têtes d'affiche de l'édition 2016, les Canadiens de The Strumbellas. Mais avant cela, une petite pause et on retrouve notre invité. Appelez-nous, exprimez-vous. Marie Casadebey. Le Sénégal cherche à être autosuffisant en riz pour soutenir la filière. Il encourage donc les Sénégalais à manger du riz sénégalais. Ce lundi, Juan Gomez lance le débat. Comment encourager la consommation des produits locaux dans votre pays ? Seriez-vous prêt pour cela à changer vos habitudes alimentaires ? 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone. Demain, à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux. Direction à présent le bassin du lac Tchad, une région qui vit depuis plusieurs années maintenant sous la menace quotidienne de Boko Haram. Des raids, des pillages, des enlèvements qui ont provoqué une grave crise humanitaire. Et la situation continue de se dégrader. D'après le dernier rapport de l'UNICEF, 1,4 million d'enfants sont déplacés dans cette région. Pour en parler, Félicité Tchibinda est notre invitée ce matin. La représentante de l'UNICEF au Cameroun répond aux questions de Sonia Ghezali. Bonjour Félicité Tchibinda, donc vous êtes la représentante de l'UNICEF Cameroun. En effet. Et l'UNICEF vient de publier un nouveau rapport. Il concerne la crise humanitaire dans la région du lac Tchad suite aux violences du groupe armé islamiste radical Boko Haram. Et ce rapport met l'accent sur les enfants déplacés dans la région. Combien sont-ils ? Nous avons environ 1 400 000 enfants déplacés autour du bassin du lac Tchad sur 2,6 millions de personnes. Donc, plus de 50% des enfants sont parmi ces personnes déplacées. Dans quelles conditions vivent-ils ? Vous savez, ce sont des enfants qui ont été enlevés de leur lieu normal d'habitation. Beaucoup ont dû fuir. Ils ont fui pour trouver refuge, soit dans des communautés hautes ou dans des sites de réfugiés. Je prends le cas du Cameroun. Nous avons 190 000 personnes qui sont des déplacés internes et 65 000 qui sont des réfugiés. J'ai rencontré ces personnes, des enfants qui sont déplacés. J'ai l'histoire de ces 2 enfants qui ont dû fuir parce que leur village a été attaqué. Les parents sont décédés et ils ont fui avec la foule. Ils se sont retrouvés avec une famille et la famille les a accueillis. C'est des conditions très difficiles parce qu'ils sont arrachés de leur foyer, ils sont arrachés de l'école, ils sont arrachés de leur famille, dans les familles d'accueil qui sont souvent pauvres, mais qui ont vraiment l'hospitalité de les accueillir. Vous parlez justement de ces enfants qui se retrouvent déplacés. Il y a aussi ceux qui sont toujours pris au piège dans des zones inaccessibles. Absolument, parce que comme vous voyez, les enfants sont de plus en plus utilisés par la secte, soit pour être corvéables à merci, ou encore pour servir à porter les bombes. On voit que sur une attaque sur 4 de porteurs de bombes suicides, ce sont des enfants. Donc, c'est des conditions difficiles. Ils sont jeunes. Souvent, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils sont utilisés à cause de cette fragilité. C'est des grands traumatismes pour ces enfants. Au Nigeria, on a vu, par exemple, qu'on a pu accéder à des zones qui étaient libérées. C'est vraiment un spectacle désolant, avec des taux de malnutrition très élevés, des enfants qui n'ont pas été à l'école pendant tous ces mois, avec des problèmes de santé, avec des problèmes aussi de traumatisme. Donc c'est pour ça que l'UNICEF essaie d'apporter un appui à la fois en termes de soins de santé, en termes de prise en charge pour la malnutrition, mais aussi de prise en charge psychosociale, parce qu'il faut vraiment essayer d'aider ces enfants à retrouver leur normalité. Et ce n'est pas facile de faire en sorte qu'ils puissent au moins, si possible, être réunifiés avec des familles ou être mis en famille d'accueil et qui repartent à l'école. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire, parce que si dans une société, les enfants ont des vies brisées, c'est toute la communauté qui souffre en quelque sorte. Et ça, c'est ce que Boko Haram a fait, c'est toucher
dans le cœur même de l'espoir du futur d'une communauté ou d'une nation, c'est les jeunes enfants. Et pour pouvoir justement leur venir en aide, vous comptez beaucoup sur l'aide internationale. On en est où sur ce plan ? Nous avons sur les pays qui sont le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger, nous avons besoin d'environ 308 millions de dollars et jusque-là, nous n'en avons reçu que 41 millions, soit 13% seulement du montant. Nous avons des objectifs d'atteindre près de 600 000 enfants pour l'appui psychosocial en 2016. Nous en avons atteint à peu près 170, la prise en charge, atteindre 4 millions d'enfants pour les soins de santé, 1,4 million de personnes pour avoir de l'eau, 1,1 pour avoir de l'hygiène, de l'assainissement et près d'un demi-million pour aider à repartir à l'école. Donc c'est important. Je pense que c'est souvent une crise qui est oubliée parce qu'on parle d'autres crises et c'est vrai que le monde a beaucoup d'autres crises. Mais cette crise-là, elle touche le cœur même d'une société, d'une région, avec quand même, vous vous rendez compte, près de 2,6 millions qui sont accueillis en famille, qui essaient de s'en sortir. Et c'est important de pouvoir agir maintenant parce que les conséquences à moyen et à long terme peuvent déstabiliser toute la région, mais peuvent aussi entraîner cette région dans une pauvreté encore plus grave. C'est pour ça que c'est vraiment un appel de faire en sorte que ces enfants et que ces femmes ne soient pas oubliés. Merci, Félicité Tchibinda. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'UNICEF Cameroun et on peut bien sûr consulter ce rapport sur la situation des enfants déplacés dans la région du lac Tchad sur le site internet de l'UNICEF. Félicité Tchibinda qui répondait aux questions de Sonia Ghezali. L'engagement turc dans le nord de la Syrie, des combats ont opposé hier des militaires turcs à des membres de milices kurdes. Un soldat turc a été tué, c'est le premier depuis le lancement de cette offensive mercredi. Dans le même temps, hier soir, des roquettes ont été tirées contre l'aéroport de Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie, attaque que les autorités attribuent aux rebelles kurdes du PKK. L'heure des dépouillements et de la compilation des votes au Gabon. Après le vote, hier, le tour unique de la présidentielle, vote qui s'est déroulé globalement dans le calme. En attendant les résultats, les camps des deux principaux candidats, le président Ali Bongo et l'opposant Jean Ping, se disent tous les deux confiants. Les drapeaux étaient en berne hier, en Italie, journée de deuil national. Le pays a rendu un hommage solennel aux 291 personnes qui sont mortes à cause du tremblement de terre de mercredi. C'est l'heure de l'actualité sportive. Bonjour Pierre Chaperon. Bonjour Alexis. L'athlétisme donc pour débuter, la Réunion de Paris comptant pour la Ligue de Diamant avec un record du monde battu sur le 3000 mètres steeple. Ouais, et dire que Ruth Jebet nous expliquait qu'elle n'avait pas le record du monde de la distance dans les jambes. La Bahreïnie d'origine kenyane, championne olympique à Rio, bluffait puisqu'elle est la nouvelle propriétaire de la marque. Nouveau temps de référence, 8 minutes 52 secondes et 78 centièmes. Le précédent record daté de 2008. Franck Elimba, le lanceur de poids congolais, est passé à côté de son concours. Oui, celui qui est revenu de Rio il y a seulement 4 jours a peut-être payé le décalage horaire, fatigué par l'avion. Il a eu l'occasion tout de même d'étrenner son nouveau statut de prétendant à une médaille olympique que lui confère sa 4e place au dernier jeu. Franck Elimba. Vous avez vu, tout le monde ils étaient au-delà de moins de 20. Même le vice-champion olympique, il était derrière moi. Donc c'était pas facile du tout. Même pendant les essais d'échauffement, vous sentez que j'étais un peu plus fort. Mais vraiment fatigué, je ne pouvais pas montrer que je suis trop fatigué. Mais bon, quand on est compétiteur, il faut être à la hauteur. Donc ils savent que moi je suis là et tout peut changer à un moment à l'autre. Donc voilà quoi. Je sens leur regard, ils m'observent, mais ils savent que un jour je vais passer devant eux. Ils le savent très bien. Je vais passer devant eux et le moral il est toujours fort avec le soutien de la nation et je crois que je pourrais aller plus haut et plus loin.
Propos recueillis par Antoine Grenier. Des nouvelles de Ben Youssef Meïté. L'Ivoirien l'emporte en 9 secondes 96 sur 100 mètres, record de Côte d'Ivoire égalé. En revanche, mauvaise soirée pour sa compatriote Marie-Josée Talou qui a abandonné sur 200 mètres. Saison terminée pour l'Ivoirienne qui met donc le cap sur 2017. À retenir également la victoire du jeune Éthiopien Yomif Kejelcha sur 3000 mètres plat. À 19 ans, il bat le record du monde junior en 7 minutes 28 secondes et 19 centièmes. Makloufi, l'Algérien double médaillé d'argent à Rio, termine deuxième du 800 mètres derrière le Kényan Alfred Kipketer. L'esprit des Jeux Olympiques était donc à Paris, mais aussi en Côte d'Ivoire. Retour des médaillés à Abidjan. Cheikh Cissé sacré en taekwondo et Ruth Bagby, médaillé de bronze de cette discipline. Retour triomphal, autorité politique, le Premier ministre en tête, responsable de fédération sportive. Il y avait du monde pour les accueillir dès l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un moment intense pour Ruth Bagby. Je suis honoré, je suis tellement ému que je ne peux pas exprimer mes sentiments parce que cette joie que je ressens est inestimable. Je dis merci à toute la population qui a effectué le déplacement. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien avant comme après la compétition. Merci à toutes ces personnalités présentes. Merci à la presse, aux journalistes qui font nos promotions. Merci à tout le monde. Est-ce que vous entendez, après ce résultat, être un exemple pour la jeunesse féminine sportive de Côte d'Ivoire et toute la jeunesse entière? Avec le combat que j'ai mené avec cette médaille, je pense inspirer tous les jeunes Ivoiriens et aussi les femmes, valoriser le sport ivoirien. Ruth Bagby au micro de notre correspondant Emmanuel Kofi. En football, à présent, le sélectionneur de l'équipe olympique du Nigeria s'en va. Samson Siasia, qui a obtenu la médaille de bronze avec son équipe à Rio, a démissionné. Une démission sur fond de désaccord avec la fédération nigérienne de football. On se rappelle des conditions d'arrivée de l'équipe au Brésil, arrivée seulement 6 heures avant le début de leur premier match. Autre raison avancée pour expliquer ce départ, la fédération lui devrait 5 mois d'arriérés de salaire. Le ménage continue à la tête du comité olympique kényan. Avec le secrétaire général vendredi. Après le secrétaire général vendredi, c'est au tour de son adjoint et du chef de la mission à Rio d'être arrêtés. Ils sont dans le viseur de la justice kenyane, soupçonnés de vol de tenues officielles. Merci Pierre Chaperon pour toute cette actualité sportive. Actualité sportive et internationale à retrouver sur notre site internet, le www.rfi.fr. RFI, la sélection du mois. Féfé et Ayo. Comme une mélodie, Naija, je te chanterai à vie, Naija. When I say hola shumbo, everybody knows I was born abroad. Mini Ayo, from head down to toe. Mathieu Bogart et Blick Bassi. Yes I am, RFI. Looking for to know. Et on termine cette demi-heure par un détour au festival Rock en scène. L'édition 2016 se déroule actuellement aux portes de Paris. L'une des têtes d'affiche cette année, c'est le groupe canadien The Strumbellas, du rock indépendant, et la cohésion qui transpire entre les 6 membres de ce groupe. L'occasion aussi de découvrir ou de réécouter leurs singles Spirits et Young and Wild. Reportage signé Mathias Somm avec Quanta Pérez des Touleda. Une annonce postée sur les réseaux sociaux qui aboutira à l'un des groupes les plus à la mode du moment. Simon Ward et John Embray sont les leaders des 6 Canadiens de The Strumbellas. Ils racontent comment est née cette énergie si envoûtante. Les autres sont de vieux amis. On vivait tous dans une petite ville de 20 000 âmes, dans la banlieue de Toronto. Donc c'est une combinaison de gens qui ont répondu à une annonce sur Internet et de vieux amis. En public, on fait croire qu'on s'apprécie, mais au fond, nous, on se déteste vraiment. On essaie juste de ne pas le montrer. Au final, on arrive à avoir une bonne énergie et à la retranscrire quand on est sur scène. Formé en 2008 à Toronto, le groupe sort son premier EP en 2009, avant d'enchaîner les albums My Father and the Enter en 2012, We Still Move on Dance Floors en 2013 et Hope, sorti cette année. Des voix puissantes, une cohésion fraternelle qui débarque à Rock en scène pour la première fois, pour le plus grand plaisir du public et des membres du groupe. C'est la première fois qu'on joue à Paris et c'était fantastique.
Quand vous êtes un groupe, vous avez vraiment envie de venir jouer en France. C'est un pays célèbre, un grand nom pour nous avec une culture du suivi. Être ici et jouer devant des centaines de personnes est un véritable plaisir. Ça a toujours été inscrit sur notre liste. Ouais, on voulait vraiment rencontrer nos fans français. Quand on l'interroge sur son futur, le groupe reste fidèle à ses textes. Il s'agit de profiter du moment. On veut juste profiter de chaque journée. Pour l'instant, on est content de faire de la musique. On n'a pas de plan ou d'objectif précis. On va voir comment les choses évoluent pour nous. Nous voulons juste profiter, poursuivre ce très beau voyage que nous effectuons. Et avant de retourner dans son Canada natal, Simon tient à délivrer un ultime message au public français. Merci beaucoup pour écouter notre musique. Ton pays est formidable et c'est un plaisir d'être ici. The Strumbellas avec Mathias Somm. Rock en scène, c'est jusqu'à ce soir au domaine national de Saint-Cloud, juste à côté de Paris. Dans quelques secondes, vous retrouvez Sonia Ghazali pour RFI Matin. Belle journée à vous, à l'écoute de la Radio du Monde. RFI.